Alors, donc vous avez choisi de participer donc à cet atelier numéro 4 qui donc porte sur l'animation territoriale pour une commande publique responsable. Dans cet atelier, donc même principe que les ateliers précédents, l'idée c'est de vous proposer, de vous présenter deux bonnes pratiques. Donc là, on va d'abord avoir une bonne pratique présentée par le territoire du Val-de-Marque, qui est un territoire de la métropole lilloise, sur la mise en place de réunions régulières entre les facilitateurs et les partenaires du territoire pour favoriser le repérage des publics invisibles. Et donc, dans un deuxième temps, on présentera une bonne pratique présentée par la MEL, sur le territoire de la MEL, comment les territoires parviennent à se coordonner entre eux, et donc avec l'intervention, notamment la mise en place d'une collaboration entre les 11 facilitateurs des 8 territoires de la MEL sur les différents marchés publics. Comme les précédents ateliers, on fait une présentation très rapide de 10 minutes par bonne pratique, puis ensuite vous aurez 30 minutes pour poser vos questions, à la fois dans le chat, vous pouvez lever la main ou intervenir en direct, car on n'est pas trop nombreux, on est une vingtaine, donc vous pourrez réagir directement. Alors, on va commencer donc par l'intervention de Yassine Basraoui. Alors, est-ce que vous êtes bien en ligne? Je suis en ligne. Super, je ne vous avais pas vu, merci. Donc, vous êtes facilitateur de la clause sociale, donc au GIP Agir Val-de-Marque. C'est bien une structure qui porte une mission locale, un pli, une maison de l'emploi et donc la clause. Elle est Exact. située à Croix, donc dans le nord de l'île, dans la métropole lilloise. Et donc là, vous allez nous expliquer comment vous organisez des réunions régulières entre les facilitateurs et les partenaires de votre territoire, notamment les bailleurs sociaux, afin de partager vos ressources, coordonner vos actions et surtout comment identifier les publics invisibles. Je démarre par donc une première question sur un peu les besoins qui ont, quels sont en fait les manques, les problématiques auxquelles vous avez voulu répondre dans la mise en place de ces réunions régulières. Alors, bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je tiens à remercier Alliance du l'Emploi pour l'organisation du Tour de France de la clause. C'est vrai que depuis ce matin, on n'arrête pas d'apprendre des bonnes pratiques, tout ce qui est mis en place à l'échelle locale et régionale et nationale. Alors, je pense que pour les deux actions qu'on va aborder, c'est à la fois un regard micro et un regard macro. Un regard micro, c'est au niveau d'un territoire. Et au niveau macro, c'est au niveau du territoire des 8 territoires de la MEL, dont fait partie le GIPAGIR Val-de-Marque, qui est situé à M, pas à Croix. Pardon. Donc, c'est pas grave. Donc, mon intervention serait comme un retour sur expérience, un retour d'expérience, puisque je suis facilitateur au GIPAGIR Val-de-Marque dans le service de clause sociale depuis mars. Pour moi, suite à ma prise de poste, le réflexe que j'ai eu, c'était une prise de contact avec l'ensemble des partenaires emploi du territoire, notamment les SIAE, Pôle emploi, la mission locale, les centres sociaux, etc. Et le territoire de Marque, et bon, pour l'anecdote, c'est le premier territoire à initier les actions dans le cadre de l'ANRU 2. Nous sommes le premier territoire de la MEL à démarrer l'ANRU 2. Et je pense qu'il y a un enjeu de coordination et de repérage de public dans ce cadre qui est très important. C'est vrai qu'on est l'un des territoires les plus petits de la métropole. Mais voilà, donc l'enjeu nous pousse à réfléchir à comment organiser des réunions collectives avec tous les partenaires, tous les prescripteurs, afin de repérer et cibler le public concerné. Donc les objectifs sont clairs, donc c'est le repérage des publics, créer des groupes de travail, faire un suivi surtout de parcours d'insertion, surtout que voilà, nous sommes orientés publics, et le suivi des opérations. Alors les problématiques, je pense que tout le monde vit les mêmes problématiques
Actuellement, tout ce qui est malheureusement lié à la crise sanitaire, il y a pas mal de reconversions professionnelles. On voit qu'il y a beaucoup de migration d'un domaine d'activité à un autre et qu'on n'arrive pas à recruter, que ce soit au niveau des maisons d'emploi, que ce soit au niveau des prescripteurs ou aussi au niveau des entreprises. Donc voilà en gros les difficultés qu'on rencontre actuellement. Merci beaucoup. Peut-être nous expliquer maintenant, alors l'objectif de ces rencontres, donc vous l'avez un petit peu dit, ça concerne donc le repérage des publics, le suivi des parcours. Peut-être plus maintenant comment elles se déroulaient, ces rencontres, quels objets elles avaient, quel contenu, quels participants. Alors toujours dans le cadre de mon expérience individuelle, c'est que voilà, c'est que dans un premier temps, il fallait identifier, puisque je viens d'arriver sur le territoire, il fallait identifier les structures avec qui on doit travailler et collaborer. Par la suite, j'ai commencé par organiser des réunions avec MDE plus le partenaire emploi. Puis par la suite, l'organisation de réunions collectives avec notamment plusieurs intervenants et plusieurs structures partenaires du territoire, notamment voilà, comme le Pôle emploi, comme la mission locale, le PLI, et aussi quelques structures d'insertion par l'activité économique. Dans le cadre de l'ANRU, mon idée, c'est de créer un comité de pilotage dont l'objectif serait d'impliquer tout le monde, toutes les structures ou toutes les parties prenantes dans la mise en place d'actions qui visent à repérer notamment le public et surtout, comme on l'a dit, comme on l'a évoqué avant, en début d'après-midi, repérer les publics qui sont invisibles et surtout au niveau des bailleurs sociaux. Et pour l'anecdote, j'ai eu une réunion avec un bailleur social avec Vilogia, pour pas le nommer, qui ont des opérations dans le cadre de l'ANRU et on a créé un groupe de travail avec ce qu'on appelle les équipes de relogement pour qu'on puisse identifier et cibler les publics parmi les habitants de ces logements, les publics qui sont éloignés d'emploi et qui peuvent rentrer dans les critères de la clause d'insertion pour qu'on puisse les faire rentrer dans les parcours. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà obtenu des premiers résultats en termes de repérage des publics ou voilà, certains, enfin, est-ce que vous avez déjà un premier bilan ou un premier retour d'expérience en termes de repérage des publics? Alors, pour l'instant, concernant mon territoire, pour l'instant, non. On est juste dans le démarrage parce que l'ANRU vient à peine de commencer. Les opérations sont en train de se mettre en place, voire elles viennent de démarrer surtout. Par ailleurs, il y a d'autres actions, pas liées à l'ANRU, mais liées à ce qu'on appelle la relation entre facilitateur et partenaire emploi, comme l'égalité homme-femme sur les chantiers du bâtiment. Donc, avec un partenaire emploi sur la ville de Ouaskal, qui est l'association Initiative Jeunesse, qui a en gros une activité avec des profils 100% féminins. On a pu repérer deux profils féminins qu'on a pu mettre sur un chantier Vilogia, un chantier de seconde œuvre. Et pour moi, ça concrétise et ça met en valeur le travail de coordination et de collaboration qu'on peut avoir avec nos partenaires locaux. Et je pense que c'est le début d'une longue collaboration avec cette structure et aussi
avec les autres prescripteurs ou partenaires emploi. Je pense que si on met en valeur une action similaire, ça pousserait les autres prescripteurs ou partenaires emploi à aller encore chercher des publics féminins et aussi pour objectif de voir encore de plus en plus de profils féminins sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, vous puissiez dès maintenant poser vos questions dans le chat. On va d'abord passer à la deuxième bonne pratique et ensuite, on aura 30 minutes d'échange. Donc, où on pourra poser davantage de questions sur cette action. N'hésitez pas dès maintenant à réagir dans le chat. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième bonne pratique, donc avec Sabine Douai et Diane Inoge, si donc vous êtes en ligne normalement. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc Sabine Douai, vous êtes chargée de développement social, donc à la MIE du Roubaisy. Et donc Diane Inoge, vous êtes chargée de projet clos social aussi à la Maison de l'Emploi de Lille L'Homme Hélène. C'est bien ça, oui. Et donc, vous avez mis en place, vous allez nous parler en fait de la collaboration que vous avez organisée entre les 11 facilitateurs des 8 territoires de la MEL sur les différents marchés publics. Donc, un peu même principe d'interview. Je vous pose quelques questions et ensuite, on passe aux échanges avec les participants. Donc, comme pour la première bonne pratique, en fait, à quel manque, à quelle problématique vous avez souhaité répondre en mettant en place cette collaboration ? Le principe de coordination sur le territoire de la MEL, je pars sous couvert de Claire qui est présente, qui travaille à la MEL, et de Hugo, qui est notre plus ancien représentant des facilitateurs sur le territoire de la MEL. Cette initiative a pris forme lors de l'ANRU 1. Donc, comme vous l'avez rappelé, sur la MEL, on est 8 territoires sur 2 bassins d'emploi et il y a 11 actuellement facilitateurs qui interviennent sur ce territoire-là. Et il y avait un besoin justement pour répondre à un besoin de l'ANRU 1 de se coordonner, de piloter l'ensemble pour qu'on puisse avoir les mêmes pratiques, les mêmes échanges, les mêmes réponses à donner sur les clauses sociales auprès de l'ensemble des donneurs d'ordre intervenant sur l'ANRU 1. Très bien, ok, merci. Et du coup, quels sont les objectifs de cette collaboration? Comment elle se déroule et quels objectifs elle poursuit? L'objectif, Sabine, surtout, n'hésite pas, je t'en prie. L'objectif premier, forcément, c'est de développer encore un peu plus les clauses sociales sur le territoire, mais c'est surtout de favoriser l'homogénéisation de nos pratiques, les discours portés auprès des entreprises et des donneurs d'ordre avec lesquels on travaille, ce qui permet aussi de légitimer notre rôle auprès de chacun. Puisqu'on a quand même aussi pas mal d'entreprises qui travaillent, le territoire de la MEL étant assez vaste, on a quand même pas mal d'entreprises qui travaillent sur chacun de nos territoires, donc c'est quand même bien de tenir le même langage auprès de ces entreprises pour qu'elles s'y retrouvent. L'autre objectif qui est aussi intéressant dans cette coordination, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble des opérations à destination des habitants. L'idée, c'est de favoriser des parcours longs et c'est au travers justement de cette collaboration entre chacun qu'on peut permettre à des habitants d'avoir des missions aussi bien sur un territoire que sur un autre et de prolonger donc leur parcours dans le but toujours de développer leurs compétences et leur expérience pour les amener à un emploi plus pérenne par la suite. Et puis, si je peux compléter juste par rapport à ça, même si on mutualise, etc., les territoires en question ne perdent pas leur souveraineté sur les facilitateurs, on ne perd pas leur souveraineté sur le territoire. On parlait de Yacine, par exemple, juste avant, qui mettait en place des actions concernant l'ANRU. C'est pas parce qu'il y a le principe de coordination que Lille ou Roubaix viennent prendre la main sur les actions sur son territoire. C'est bien aux facilitateurs en place de prendre en main ses partenaires, ses prescripteurs, etc. Nous, on est là vraiment pour fluidifier les échanges, pour que tout le monde puisse se parler, que tout le monde puisse se rassembler autour d'une table, qu'on puisse discuter et qu'on puisse avancer dans le même sens.
C'est ça. Et puis en dernier lieu, l'objectif est aussi, un des objectifs que la coordination, à laquelle répond la coordination, c'est que il y a eu pas mal de turnover ces derniers temps sur les facilitateurs de l'AMEL. Et cette coordination, en tout cas, le travail avec chacun des facilitateurs permet d'aligner les pratiques, que les nouveaux facilitateurs puissent se reposer sur les expériences, les expertises de chacun. Et ça aussi, c'est une force. On le voit au travers des échanges qu'on peut avoir même avec nos donneurs d'ordre ou avec les entreprises qui reconnaissent cette force métropolitaine de notre réseau. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Gianni. Non, c'est très bien. Maintenant, peut-être très concrètement, en fait, comment cette coordination fonctionne? Est-ce que ça a donné lieu à, voilà, à des mises en commun, à l'organisation de certaines réunions? Enfin, très concrètement, comment ça fonctionne? Très concrètement, du coup, on essaie d'organiser une réunion au moins une fois par mois entre nous, juste entre nous, tous les facilitateurs de la métropole lilloise, avec des points d'échange sur les pratiques, sur les cas rencontrés, les principes de mutualisation également, s'il y a des manquements qu'on a constatés ou justement des expériences à partager. Justement, on est vraiment beaucoup dans l'échange, que chaque territoire puisse amener un peu sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et une action un peu phare pour symboliser justement ce regroupement, ce réseau, c'est il y a quelques années, 2017-2018 de mémoire, on a fusionné nos bases de suivi ABC. Avant, chaque territoire avait son propre logiciel de suivi, donc avec ses opérations, ses participants, etc. Et pour symboliser le fait qu'on travaille tous ensemble, on a décidé de fusionner nos bases, c'est-à-dire que maintenant, on a tous accès, les facilitateurs de la métropole, au même logiciel de suivi ABC, c'est-à-dire que moi, à Lille, je peux voir les opérations de Yacine sur le Val-de-Marne, lui peut voir les opérations de Sabine sur Roubaix, etc. Et justement, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et sur ce qui se passe sur le territoire de l'AMEL. Et ça permet aussi d'aller plus loin dans notre organisation, c'est-à-dire où on a repéré, par exemple, des grosses structures, des grosses entreprises qui répondent beaucoup aux clauses et qui travaillent beaucoup sur les marchés publics, les grosses boîtes que tout le monde connaît dans les travaux publics, dans le bâtiment. Et justement, on a pu mettre en place dernièrement des binômes de référence envers les grandes entreprises, c'est-à-dire que par exemple, pour l'entreprise, on va dire Bouygues, ça sera Roubaix, Tourcoing qui vont s'en occuper, voilà, etc. Et ça veut dire aussi, par rapport à nos partenaires, par rapport aux entreprises, ça évite que tout le monde vienne frapper à la porte, etc. Et au moins, les entreprises ont identifié un binôme de référence et qui peut répondre à la problématique sur plusieurs territoires. Ça n'empêche pas que si Bouygues intervient sur le sud de la métropole, ça sera ma collègue du sud de la métropole qui va s'en occuper. Mais au moins, s'il y a des besoins de points, des besoins de suivi, des questions toutes simples, on sait qu'il y a un binôme de référence et qui est identifié. Et ça évite de s'éparpiller un peu vers l'ensemble des acteurs qui sont présents sur la question des clauses sociales également. Et puis nous, on est porte-parole de nos homologues aussi lors de ces rencontres. En fait, on travaille aussi, du coup, on prépare ces rendez-vous avec nos homologues pour pouvoir suivre les chantiers de chacun et refaire un rendu derrière pour pouvoir avancer. Voilà, notamment, on parlait beaucoup des chantiers en rue. On a travaillé avec Claire Aubray donc, sur une charte métropolitaine d'insertion. Et justement, on rend compte de l'évolution de cette charte auprès de nos collègues lors de nos réunions mensuelles et on fait part aussi des remontées de nos collègues lors des réunions d'établissement de la charte d'insertion. Donc voilà, comme dit Sabine, on est un peu les porte-parole du réseau auprès de nos partenaires et des institutions. Et peut-être, alors pour conclure sur votre intervention,
Est-ce que vous identifiez voilà, des axes d'amélioration ou des perspectives dans votre collaboration? Et surtout aussi, peut-être que là, autour de la table virtuelle, il y a des territoires qui veulent aussi mettre en place ce type de coordination. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ou des prérequis importants à avoir en tête avant de se lancer dans ce type de collaboration? Le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe quel facilitateur, c'est de beaucoup échanger avec ses homologues. Il ne faut pas rester enfermé dans son territoire. Faut essayer de se regrouper de façon cohérente. Il ne s'agit pas de faire des groupements avec le facilitateur de Marseille, des choses comme ça n'a pas de sens. Mais par exemple, sur des facilitateurs d'un même territoire, ne pas hésiter à échanger, d'échanger sur les pratiques, comment on fonctionne. Ça évite que d'un territoire à l'autre, les pratiques diffèrent et ça renforce la crédibilité des facilitateurs si on porte tous le même discours. C'est le premier conseil le plus important, c'est ça, c'est l'échange. C'est à travers l'échange, le fait de se connaître, le fait de beaucoup échanger. C'est comme ça qu'on pourra avancer et développer les clauses. En restant dans son coin, ça va rendre compliqué puisque à terme, c'est obligatoire, c'est naturel, j'ai envie de dire. À terme, chacun va faire ses pratiques et il n'y aura plus de cohérence sur les clauses sociales sur un territoire donné. Et un axe d'évolution, cette méthode a fait ses preuves sur la MEL, mais on se rend compte qu'il y a un manque, et du fait aussi de nos champs d'intervention, il y a un manque au niveau, par exemple, régional. Il y a je pense que mon collègue Hugo Vandam, s'il le souhaite, il pourra intervenir là-dessus parce qu'il est très concerné par cette problématique. Il y a des opérations qui dépassent le cadre de nos territoires respectifs et qui va dépasser aussi le cadre de la MEL. Et actuellement, on n'a pas encore de structure de poste qui permet de répondre à ces marchés régionaux. On a cité le canal Seine-Nord tout à l'heure, ERBM. On avait jusqu'alors aussi un marché de fibre optique aussi qui était sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, face à la multiplication de ces opérations-là qui va dépasser le cadre local, on aurait besoin qu'il y ait une structure, un facilitateur qui puisse prendre en charge une coordination à l'échelle tout d'abord régionale et voire pourquoi pas plus. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Alors, il nous reste 22 minutes. On a 22 minutes devant nous. Vous pouvez alors intervenir soit par le chat, soit en posant des questions directement. Voilà, on a encore du temps devant nous pour échanger. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Je veux bien, si ça vous dérange Oui. pas. Parce que effectivement, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, c'est pas une perte de temps en fait. L'animation métropolitaine comme l'animation régionale, c'est pas une perte de temps pour les facilitateurs. Donc, outre le fait de effectivement, on pourrait dire briser l'isolement en gros des professionnels pour les facilitateurs, parce que c'est une réalité. La plupart des facilitateurs sont seuls et c'est pas toujours simple. Seul dans un environnement professionnel qui ressemble peu finalement aux autres activités, tant c'est une activité particulière. Mais en fait, on gagne en crédibilité, comme ça a été dit par mes collègues, mais aussi sur l'amélioration de notre offre de services respective. Et ça permet aussi de démêler parfois des problèmes, parce qu'en gros, ça fait partie du jeu, en gros, d'avoir des problèmes, c'est-à-dire dans les relations avec un maître d'ouvrage ou dans des relations avec des entreprises. Et là, en gros, on améliore notre capacité quelque part à répondre collectivement à des situations. Je pense par la constitution de tableaux de bord, effectivement, ça a été dit auprès de l'entreprise, qui permet du coup d'avoir une meilleure lisibilité. Et là, c'est intéressant pour une entreprise qui a peut-être qui reconnaît parce qu'il a eu plus d'habitude avec un ou une facilitatrice. Mais à travers cette personne-là, cette personne va être mieux en capacité de renvoyer l'entreprise vers les bons interlocuteurs, parce que parfois les entreprises sont tout simplement un peu perdues, je veux dire, genre, ils ont beaucoup de marchés, ils savent plus vraiment vers qui se tourner, quel est le bon facilitateur pour chaque territoire, etc. Donc ça permet de renvoyer vers l'autre.
Et puis surtout, c'était la question des maîtres d'ouvrage. En fait, pour les maîtres d'ouvrage aussi, quelque part, maîtriser petit à petit l'activité d'un donneur d'ordre. Alors, c'est valable, par exemple, enfin, Gianni le disait à l'échelle régionale, c'est le cas pour la DIR Nord avec des marchés particuliers, donc c'est pour ça que je les accompagne. Il faut au moins 2 ans pour commencer à s'approprier quelque part la spécificité d'un donneur d'ordre comme celui-là. Mais même pour un bailleur, comprendre un petit peu son parc, là où il se situe, etc. Et de pouvoir du coup prendre une habitude de travail tant pour le maître d'ouvrage que pour le facilitateur, et ensuite de pouvoir renvoyer vers ses homologues. Je sais que la volonté comme ça d'avoir une animation multiterritoriale, mais sur une zone géographique donnée, elle est similaire dans le sud du département. Il y a déjà des rencontres qui se font avec nos collègues facilitateurs donc du sud des départements, donc le Cambrésis, Valenciennois, Douaisis et Sambravénois, n'est-ce pas Isabelle? Et je pense effectivement que c'est à conforter parce que je sais pas, dans votre secteur, par exemple, vous avez un gros acteur qui s'appelle SIA, qui est quand même très, très implanté et dans lequel il y a une porosité quelque part de territoire, hein, même dans la suite de parcours, comme l'a dit Sabine, mais pas seulement pour les suites de parcours. À la limite, on n'a pas besoin d'animation territoriale, il suffit de s'appeler. Mais malgré tout, de pouvoir poser des choses sur la table, des grosses opérations. Alors demain, ce sera le canal Seine-Nord, bien entendu, mais voilà, donc des échanges de données, améliorer notre offre de service, avoir des outils communs. Donc là, on a parlé des notes techniques, par exemple, que là, on avait construit à l'époque à l'échelle régionale, mais aussi une plaquette qui est, comment dire, quasi définitive, mais pas tout à fait. Mais bon, on va passer les détails. Mais c'est aussi, par exemple, il y a eu des choses des élans qui ont été coupés par le confinement, mais juste au tout démarrage du confinement, nous devions réaliser des recrutements métropolitains dans le domaine des espaces verts et dans le domaine du nettoyage, avec l'ensemble des grandes sociétés titulaires de marché comprenant des clauses sociales dans ces 2 secteurs-là. Donc là, c'était très intéressant parce que plutôt que de chacun tire son petit bout de ficelle sur, en gros, j'ai 3 semaines par-ci, j'ai 2 semaines de clause là, en gros, l'idée, c'était de travailler avec les sociétés, prendre en compte l'ensemble de leur marché, faire des recrutements métropolitains plutôt sur des CDD plutôt longs, c'est-à-dire pour les espaces verts, on était parti sur des CDD de 4 à 6 mois, où la personne recrutée par la société serait valorisée par l'ensemble des territoires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'était mis d'accord. Et là, en fait, finalement, on gagne du temps, on déploie une bonne offre de service pour l'entreprise qui, du coup, reconnaît quelque part la plus-value du facilitateur clause dans son activité et dans ses marchés. Et auprès des maîtres d'ouvrage, c'est un bon écho également parce que la clause se met en œuvre et les obligations d'insertion qu'elle souhaite voir se mettre en place à travers ces marchés se réalisent de bonne manière. Vous voyez, donc je pense que ça, c'est quelque chose à conforter. On s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Et effectivement, je pense que, par exemple, pour le sud du département, je peux que vous encourager à continuer dans la démarche que vous êtes en train d'entreprendre. Et après, je maîtrise beaucoup moins la question du Pas-de-Calais ou encore de la dimension picarde de notre région. Mais je pense que là également, il y a des choses à observer. Hein. Je pense qu'il y a quand même une porosité entre le Soissonnais et le Pays de l'An, par exemple, où sans doute des harmonisations peuvent se faire. Merci beaucoup. D'ailleurs, peut-être Isabelle Delpage, vous vouliez nous partager votre expérience sur le territoire de Cambrésis, Valenciennois, Sambravénois et Douaisis. Alors oui, bonjour. Alors nous, on a mis en place aussi le même type de pratique, un collectif de facilitateurs qui se rencontre en moyenne tous les 2 mois. Alors la limite de notre collectif pour l'instant, c'est que on partage pas encore nos bases de données. Donc forcément, ça peut être une limite autour de la mutualisation des parcours. Enfin, ça peut être moins facilitant que ce que fait la métropole lilloise. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'on se partage nos outils, nos pratiques, qu'on s'écoute et que on apporte des solutions collectives, parce que effectivement sur nos territoires on se sent parfois un peu seul
dans nos postes et que la force du collectif nous permet quand même d'avancer mieux en partageant notamment nos pratiques, nos outils et nos actions. En fait, c'est quelque chose qui se poursuit. On est assez content de se retrouver tous les mois en moyenne et puis pourquoi pas à terme partager nos bases de données. Après, je pense que ça, c'est pas forcément à notre niveau que ça se joue. On sait pas trop comment s'y prendre. Donc, on serait preneur de peut-être voir comment a fait la métropole pour convaincre, je sais pas, les élus. Enfin, autour de cette question-là, il y a d'autres enjeux et du coup, on aurait peut-être besoin d'être épaulé pour voir pour voir un petit peu la faisabilité du partage de nos bases de données, en fait. Voilà. En fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plutôt déployé ce type de dynamique autour, à la base, d'une offre de services commune autour de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. On est parti de là et ensuite, on a développé, en fait. Parce que je pense que l'idée, c'est de saisir les opportunités qui se présentent sur nos territoires et ensuite développer des offres de services un peu spécifiques en fonction de nos territoires respectifs, mais tout en puisant dans l'offre de services commune. Voilà. J'ai deux questions. Une première vers l'AMEL. Est-ce que pour vous, la fusion, parce que c'est la question qui est posée par Isabelle Delpage, est-ce que la fusion des bases a été nécessaire ou un grand pas en avant dans le partage de votre activité? Est-ce que pour le coup, vous pensez que sans ça, vous auriez plus difficilement réussi à faire ce travail collectif? Parce que c'est aussi une vraie question. Aujourd'hui, on a des territoires qui nous questionnent sur le sujet. Or, quand on voit le boulot que c'est et la durée que c'est et l'engagement qu'il faut avoir pour réussir à fusionner ces bases, est-ce que c'est un plus qu'on peut aller présenter ou vendre à certains territoires pour faciliter le lien? Et puis, je poserai la question, parce que pour le coup, là, j'allais dire autour de la table, on a surtout des nordistes. Je pense qu'il y en a quelques-uns du Pas-de-Calais qui sont présents dans le même groupe de travail. Il me semble que sur le Pas-de-Calais, vous avez le conseil départemental qui fait une sorte de rôle aussi de coordination, en tout cas si j'ai tout bien compris sur le sujet. Et puis peut-être des autres départements Picard qui pourraient être présents. Voilà. Qui est-ce qui répond sur la fusion des bases? Je vais commencer à répondre. Si mes collègues veulent compléter, il ne faut pas hésiter. En fait, la fusion des bases, c'était un peu la suite logique de notre fonctionnement. On travaillait beaucoup tous ensemble, on rend des bilans aussi communs. On rend tous les ans auprès de la MEL, qui est une de nos sources de financement. On rend un bilan sur ce qui est fait sur le territoire de la MEL, tout donneur d'ordre confondu. Et avant, c'était tout un travail de compilation de chacune des bases sur un tableau Excel, ensuite supprimer les doublons parce que forcément, il y en avait, etc. Donc, la fusion des bases, c'était vraiment la suite logique. Et ça a permis de continuer à développer notre activité et notre fonctionnement. Sans ça, on aurait stagné et je pense que voilà, il fallait une fusion des bases et voilà. Après, est-ce qu'il faut la recommander à tout le monde? Ça, je ne sais pas. Faut pas que ce soit, c'est pas une réponse à tout, c'est pas la solution miracle pour développer un partenariat. Il faut qu'il y ait une cohérence, nous, la cohérence sur la MEL, elle se voyait, c'était évident. Après, voilà, si dans un premier temps, il faut commencer juste à échanger entre territoires, etc. Et si l'évidence se fera, la fusion des bases se fera également. Et voilà, ça permet aussi de partager des parcours. On revient sur les principes qu'on présentait tout à l'heure sur la mutualisation, des choses comme ça. Parce que pour le coup, vous avez aussi une cohérence politique sur le territoire de la MEL. C'est-à-dire que c'est aussi un territoire avec une organisation politique. Si je prends le sud du département, même s'il y a une proximité territoriale, il n'y a pas un ensemblier politique
qui, à un moment, donne une cohérence sur ce sujet-là. C'est aussi la limite, me semble-t-il, de l'exercice de ce travail en commun, puisque d'autres territoires sur lesquels on est questionné, c'est souvent des métropoles qui ont largement développé leur territoire et qui se rassemblent dans un élément, ce qui est votre cas à vous. Mais on a aussi quelques exemples de facilitateurs qui sont 3, 4, 5, 6 sur un même département, qui s'aperçoivent que pour le coup, il y aurait des cohérences à fusionner leurs bases. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a besoin d'une sorte soit d'ensemblier de marché, d'ensemblier de donneurs d'ordre et une cohérence politique territoriale pour que cette question-là puisse se poser. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous pensez que c'est bien sur ce triptyque-là que quelque part il puisse y avoir des choses? Parce que j'entends que par exemple sur la porte du Hainaut, ils ont des donneurs d'ordre communs, ils ont des entreprises communes, mais aujourd'hui la question de la cohérence politique, elle n'est pas là. Sur des territoires beaucoup plus larges, on a des questionnements parce qu'on n'a pas les mêmes entreprises, pas forcément les mêmes publics, mais par contre on est sur une unité politique. Mais ça suffit pas non plus pour fusionner les bases parce que les besoins d'échange de public et d'entreprise n'existent pas. Et donc ma question c'est peut-être est-ce ce triptyque politique de projets communs, de publics communs et de territoires politiquement communs qui est nécessaire pour avoir une réussite sur le sujet? C'est une question que je pose en vous écoutant. Oui, je pense. Oui, Hugo, vas-y. Non, mais enfin, c'est que Jérôme, tu as donné une partie de la réponse dans ta question. Merci. En fait, non, mais la métropole européenne de Lille, elle existe sans nous, c'est-à-dire qu'il y a déjà une cohérence territoriale qui est à la fois administrative, mais pas seulement. Je vais dire quelque chose de... On a les transports en commun. Enfin, il y a une porosité de nos territoires, c'est-à-dire que c'est déjà... Moi, je suis lillois, en fait, je suis pas tourquenois, et pourtant, mais je représente le territoire de Tourcoing, vous voyez. Je dirais, et inversement, je ne sais plus où habite chacun et tout ça, mais c'est-à-dire que c'est fréquent en fait de se déplacer, d'aller de Roubaix à Tourcoing, de Roubaix à Lille, de Villeneuve-d'Ascq à Lambersart, etc. Donc déjà, ça c'est déjà commun, j'ai envie de dire, en termes d'usage. Donc nous, on avait déjà des suites de parcours avant d'avoir des bases, avant d'avoir une base commune, on avait déjà des suites de parcours de même salariés en insertion qui allaient faire un chantier à Lille, puis un chantier à Roubaix, puis un chantier à Villeneuve-d'Ascq. Sauf qu'avant, on écrivait 3 fois la même personne dans nos bases, parce que fut un temps, on ne pouvait pas faire des partages de participants. Enfin, moi, je me souviens de cette période-là où les partages n'existaient pas. Ça paraît vieux peut-être pour certains, mais je vous assure, avant, on ne pouvait pas. Et enfin, bon, voilà, après, c'est qu'il y a 2 choses. La première fois, sur la question de la base, d'abord, fusionner des bases, c'est un grand temps de préparation. C'est quand même assez long. Moi, je m'étais occupé comme de la partie entreprise. C'est extrêmement long de préparer, en gros, la fusion de nos bases. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on s'assure que tous les maîtres d'ouvrage soient écrits exactement de la même manière dans chaque base. Sinon, on va fusionner. On ne pourra pas fusionner, en fait, puisqu'en gros, ce sera 2 fois le même maître d'ouvrage, mais dans la base, il y en aura 2. Et exactement la même chose pour les entreprises, les participants. Enfin, donc c'est un travail long de préparation, mais ça en vaut la peine et on se rend compte à quel point, en gros, aujourd'hui, on gagne du temps, mais il a fallu y préparer du temps. Mais c'est pas la première étape, j'ai envie de dire. D'abord, apprenons à travailler ensemble sur un territoire donné. Je pense que l'amélioration de notre flow de service ne passe pas que par la fusion des bases de données ABC close. Voilà. Mais par contre, lorsqu'il y a déjà une unité de travail, une cohérence sur un territoire donné, et que notamment quand il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage communs et de suites de parcours et d'entreprises communes, effectivement, là, il peut y avoir un intérêt à fusionner des bases. Sinon, il n'y a, à mon avis, pas d'intérêt. Les partages de marché ou les partages de participants suffisent largement s'il y a peu de porosité ou de prolongation de parcours ou d'entreprise, etc. C'est mon avis. Alors, il nous reste 5 minutes avant de repasser sur la salle principale. Donc, si vous souhaitez encore une dernière question ou une dernière intervention.
notamment pour les territoires qui ne sont pas intervenus. Jérôme? Ouais, juste une demi-seconde. Sur les suites de parcours, est-ce que vient de dire Hugo, c'est un sujet vraiment intéressant parce que en fournissant les données au SGAR et qui a permis notamment ce matin le discours de très grande qualité du secrétaire général de région, en tout cas que pour ma part, j'ai particulièrement apprécié d'entendre de la part de l'État avec un volontarisme et une vision politique à long terme que j'ai trouvé très intéressante. Et, un sujet que vous avez peut-être pas entendu, c'est que la région Hauts-de-France, pardon, très mauvais lapsus, est celle qui a dans ses bonnes statistiques des durées de parcours plus longues que la moyenne nationale. Et pas de manière anodine, étonné que je rappelle que la moyenne nationale des parcours est légèrement inférieure à 3 mois, quand sur les Hauts-de-France, si mes souvenirs sont bons, elle est légèrement supérieure à 4 en moyenne régionale. Ce qui est quand même, je m'étais aperçu qu'il y avait pratiquement 1 mois d'écart. Alors, je me trompe peut-être entre 2 et 3 mois, ou entre 3 et 4, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait, au moment de sortir les stats et de les travailler, plutôt favorablement mobilisé, ou en tout cas, j'avais trouvé que c'était un chiffre à mettre particulièrement en avant, qui était la qualité des parcours longs en moyenne sur le territoire des Hauts-de-France. En fait, Jérôme, ce qui serait intéressant, c'est de regarder la proportion de réels parcours longs, parce qu'en fait, les moyennes sont faites, c'est des moyennes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme partout, il y a un grand nombre de participants qui vont émarger sur une journée et disparaître, et en gros, voilà, ils seront injoignables, etc. Et donc, ça, voilà, entre des parcours qui vont être de 2 ans plein et puis des parcours d'une journée, forcément, on arrive sur des moyennes qui peuvent ne correspondre à pas grand-chose, quelque part, de l'ensemble des échantillons. Mais par contre… c'était une vraie valorisation des Hauts-de-France que je faisais. Hein. Oui, non, mais je l'entends bien. Mais je pense non, parce qu'à un moment, il faut être fier aussi du boulot que vous faites. Mais on l'est, mais je pense qu'on pourrait même réussir à identifier la part de participants qui arrivent à des parcours supérieurs à 1 an, voire même la part de participants qui arrivent à cumuler plus de 3 contrats, par exemple. Ça, c'est intéressant. Hugo, on va le travailler. Tu n'étais pas au dernier groupe de travail charte métropolitaine d'insertion, mais notre cellule évaluation à la MEL va analyser hyper finement les stats de la base, pour, notamment sur les durées de parcours, pour bien, parce que là, ils ont remarqué que 25% des participants sont à plus de 6 mois, alors que 25% des autres sont à moins d'1 mois. Donc, on va essayer de travailler un bilan hyper précis, en analysant plus finement tous les stats généralistes qu'on peut fournir classiquement dans les bilans. Mais tu n'étais pas là à la réunion, mais voilà. On va le faire, le faire. Très bien. Après, non, mais je dirais juste que la question de l'animation sur des territoires, ça ne se limite pas que à la question des parcours et de la popote des facilitateurs, quoi. C'est quand même bien aussi sur la relation partenariale. Notamment, ça nous a permis aussi de rencontrer collectivement une fois le GEC BTP, une autre fois le GEC ProTP. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie, par exemple, le GEC Écoactivité. Ça a été l'occasion de revoir Sylvain Dursan aussi au niveau de l'URIAE. On a parlé tout à l'heure d'un répertoire. C'est un tableau Excel, mais c'est quand même un précieux outil. Hein. Parce qu'en fait, la plateforme, c'est quelque chose, mais dans les faits, la plateforme, c'est quelque chose dans lequel on va chercher à faire une requête quelque part. Alors que là, en gros, c'est un réel outil qui nous permet d'avoir une lisibilité des acteurs de l'insertion par l'activité économique présents et actifs sur la métropole européenne de Lille, et qu'on peut facilement diffuser avec des contacts, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment… finalement, moi, je pense que c'est un gain de temps. Et ça permet de déployer des actions, quoi. Des actions sur le recrutement, les travaux publics, j'en ai pas parlé, mais alors certes, avec le Covid, etc., des sessions collectives, c'était un peu compliqué, mais ça fait quand même maintenant, je sais pas, je pense au moins 5 ou 6 ans qu'on organise 2 fois par an des recrutements communs à l'échelle métropolitaine sur les travaux publics. C'est quand même… Et on faisait ça avant d'avoir une base commune, quoi. Je pense que c'est quand même… ça, c'est quelque chose à conforter. C'est tout ce travail-là qu'on gagne dans notre travail de coordination. Je vais être obligée de vous couper, désolée.
L'atelier se termine, on va être redirigé automatiquement sur la salle principale. Donc là, dans 1 minute, notre session se termine. Je voulais remercier donc les participants, les intervenants pour leurs interventions et pour ces échanges très riches. Et je vous dis à tout de suite donc, pour la salle principale. Merci à tous.